Bonjour, voilà donc les explications, les explications, puis le corrigé de la première section d'exercice du chapitre 1, donc 1.1.1 et 1.1.2, le modèle atomique et les modèles atomiques modernes. Allons-y, c'est assez long, donc commençons tout de suite. Beaucoup de questions, beaucoup de pages ici. Première section, entourer des énoncés qui sont vrais. On a ici un combat entre Démocrite et Aristote, deux philosophes. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Durant l'Antiquité grecque, oui, ça a déjà existé. Deux philosophes, c'est possible. Démocrite et Aristote, oui. Ont proposé des modèles, oui, pour représenter la structure de la matière. Oui, il y avait des modèles. Le modèle d'Aristote avec l'air, l'eau, le feu. Le modèle de Démocrite avec les atomes. Ce sont des modèles. Aristote n'avait pas un modèle atomique. Il y avait un modèle, une façon d'expliquer les choses. Au début. B. Les énoncés qui sont vrais. Selon Aristote, la matière est constituée de particules indivisibles. Les atomes, non. Ça, c'est faux. Ça serait selon Démocrite. C. Selon Démocrite, la matière est discontinue. Ça veut dire que tu vas avoir de la matière, un espace, et après ça, à côté, encore de la matière. Donc, il y a de l'espace entre les deux. Il y a du vide. Selon Démocrite, c'est vrai. La matière, elle est discontinue. Et D. John Dalton s'est appuyé sur Aristote pour proposer son modèle atomique. Non. Dalton s'est appuyé sur Démocrite. À propos de John Dalton, quelles sont les caractéristiques de son modèle? Il nous a présenté 4 informations sur les atomes. Premièrement, il dit que la matière est constituée de petits atomes indivisibles. Donc ça, ce serait le premier élément. La matière est constituée d'atomes indivisibles. Il n'y a pas plus petit qu'un atome. Indivisible. Il n'y a pas plus petit qu'un atome. Et ça serait la base de tout élément chimique. 2. Qu'est-ce qu'il disait à propos des atomes maintenant? Il disait les atomes d'un même élément sont identiques. Les atomes d'un même élément, par exemple tous les atomes de fer, sont identiques. Donc, tous les atomes de fer sont identiques entre eux. Il n'y a pas des gros atomes de fer et de petits atomes de fer. Ils sont tous pareils tant qu'ils sont du même élément. Par contre, il dit des atomes d'éléments distincts sont différents. Les atomes d'éléments distincts, comme le carbone et l'hydrogène, sont différents. Alors, le carbone, l'hydrogène, ce n'est pas les mêmes atomes. Ils ont quelque chose de différent entre eux. Est-ce que c'est leur taille, leur masse, leur comportement chimique? Bref, il dit, si un élément est différent d'un autre, ça veut dire qu'il a des caractéristiques distinctes. Et quatrièmement, et probablement le morceau le plus important sur la théorie atomique de Dalton, c'est que lors d'une réaction chimique, ces atomes-là, ils peuvent se combiner pour former des molécules, former des nouvelles substances. On pourrait mentionner lors d'une réaction chimique. Lors d'une réaction chimique. Il n'y a pas de S à réaction. Lors d'une réaction chimique, les atomes ils se réorganisent, se recombinent. J'aime mieux le mot recombiner. Ils font des combinaisons différentes, se recombinent en formant des substances différentes. Les atomes ne changent pas, mais leur combinaison fait en sorte que la substance aura des propriétés autres. Par exemple, l'hydrogène est un explosif, l'oxygène est un comburant, ça brûle. Si tu les mets ensemble, tu obtiens de l'eau qui n'est pas explosive et qui ne brûle pas. Page suivante, numéro 3. Le schéma qu'on a ici présente une réaction chimique. Si on se basait sur le modèle de Dalton, et donc les 4 phrases qu'on vient de voir, que peut-on dire des éléments 1 et 2? 1 et 2, ils sont identiques, donc ils sont du même élément. Ils sont
faits. Voyons, j'ai de la misère aujourd'hui avec mes mots, j'en oublie. Ils sont faits du même élément. Voilà, parce qu'ils sont identiques, donc ils sont du même élément. Et que peut-on dire des atomes 1 et 3? Ben, les éléments 1 et 3, vu qu'on voit que les atomes sont différents, ça veut dire que les éléments sont différents. Alors, ils sont faits d'éléments différents. Pas trop compliqué. Ils sont faits d'éléments différents. Voilà. Quel point de cette théorie, ce schéma illustre-t-il? Donc, le schéma qui nous montre ici que des petites particules séparées peuvent se mettre ensemble, se recombiner pour former une nouvelle matière, une nouvelle substance, ben, ce serait son quatrième point, pas le troisième, le quatrième point, hein, que dans une réaction chimique, les atomes d'éléments peuvent se recombiner pour faire de nouvelles substances. On pourrait mentionner de nouvelles substances sont formées, juste pour écrire la phrase dans un autre ordre. Puis, j'ai encore oublié un mot. De nouvelles substances se sont formées. De nouvelles substances sont formées lorsque des atomes se recombinent. Oui, lorsque des atomes se recombinent ensemble. Voilà. Question numéro 4. Bon, là, en classe, il y a une correction qu'il y a à faire dans un des groupes. Là. Je pense que c'est le groupe qu'on a, à qui je vais mentionner ça avant-hier. Parmi les énoncés suivants, lesquels, plutôt pluriel, correspondent à une caractéristique du modèle de Thomson? Thomson, donc une boule, la boule est positive et dedans, il y a des électrons qui sont répartis à l'intérieur. Cochez les cases appropriées. L'atome est considéré comme une sphère vide. Non, selon Thomson, la sphère n'est pas vide, c'est une sphère pleine. B. Les électrons de charge négative sont répartis de façon irrégulière dans cette sphère. Bon, là, c'est là qu'il y a une correction à faire. Irrégulière, non. Ça se peut que dans un des groupes, on ait dit oui, là. C'est faux, en fait. Parce que irrégulière, ça veut dire quoi? Irrégulière, ça veut dire, voici mon atome, sa masse positive. Si on dit que les électrons sont répartis de façon irrégulière, ça veut dire, regarde, ils sont tous du même côté. Ici, là, il y en a plein, puis il y en a juste un autre bord. Ça, c'est irrégulier. Il n'y a pas une façon régulière. Et c'est pas vrai, selon Thomson. D'après lui, les électrons sont un peu partout à l'intérieur. Ils sont uniformément répartis. Alors, étant donné qu'on doit cocher absolument la quatrième, ça veut dire que, de facto, la troisième est fausse. C. L'atome est considéré comme une sphère pleine? Oui. De charge positive? Oui. Elle est pleine et elle est faite d'une charge positive. Attention, elle n'est pas pleine de charge positive. Elle est pleine, virgule, et elle est de charge positive. Ça, c'est vrai. Il n'a pas découvert encore les charges positives. E. L'atome est une sphère pleine? Oui. Dans laquelle les électrons sont insérés? Ben oui. Comme les raisins dans le pain au raisin. F. Durant ses expériences, Thomson a découvert des particules chargées positivement. Non, il a découvert des particules chargées négativement. On ne peut pas choisir ça. Et G. Pour assurer la neutralité électrique de l'atome, bon, un atome est neutre, il n'est pas positif ni négatif, la charge positive est contrebalancée par la charge négative des électrons. Oui, c'est bien ce qu'il nous a présenté, ce M. Thomson. Maintenant, 5. Ben, quel surnom, un peu plus, comme ça, quel surnom donne-t-on au modèle de Thomson? On l'appelle en français le modèle du pain au raisin, ou en anglais plum pudding, officiellement plum pudding. Bon, on demande pourquoi. Ben parce que les électrons sont dans l'atome positif, hein, comme les raisins sont dans la pâte du pain au raisin. Donc, comme on dirait, on peut comparer l'atome. On peut comparer l'atome. Comparer l'atome à un pain au raisin. Dont les raisins sont les électrons, hein, dont les raisins sont les électrons. Sont les électrons. Je saute des mots, faut que je fasse attention.
répartis dans une pâte positive. Dans une pâte positive. En gros, ta réponse ressemble à ça. C'est parfait. Et 6. Comment peut-on modifier le modèle de Thomson pour obtenir celui de Rutherford? Bon, réfléchissons un peu. Dessinons brièvement là, le modèle de Thomson. Une boule de pâte positive, tout ça c'est du plus, et dedans on a mis des électrons qui sont répartis à l'intérieur. À côté, le modèle de Rutherford. Rutherford dit non, le positif c'est pas toute la pâte, c'est juste un tout petit noyau qui est positif, et les électrons, eux autres, ils sont autour. Et puis, c'est pas de la pâte, c'est vide cette affaire-là. Fait que les électrons, ils tournent là-dedans, là, piou, 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 dans de l'espace. Là. Fait qu'on a l'impression que l'atome est une boule, mais la boule est surtout vide. Donc, comment est-ce qu'on modifie le modèle de Thomson pour obtenir celui de Rutherford? On prend tout le positif, là, puis on va le concentrer dans un tout petit noyau. Shrink tout ça à l'intérieur d'un tout petit noyau. Donc, on peut dire, on concentre la charge positive dans un très petit noyau. On comprend la matière positive, là, la charge positive. On la concentre dans un minuscule noyau. Minuscule, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on fait des électrons qui étaient répartis et immobiles dans la pâte? On va dire plutôt que les électrons tournent dans un grand espace autour du noyau. Les électrons, accent, tournent dans un grand espace autour du noyau. Je manque de place. Et je vais aiguiser mon crayon. Même pas fait mal. OK. Prochaine section. Allons un petit peu plus vite cette fois-ci. Comme ça. Prochaine section. Boum. Plus clair, plus net. Net. La découverte de l'électron par Thomson représente un point tournant dans la recherche sur l'atome. Pourquoi? Mais auparavant, on pensait que l'atome était une boule de matière indivisible. Là, on vient de trouver un électron dedans. Ça veut dire qu'il y a plus petit que les atomes. Il y a des électrons qui peuvent se cacher à l'intérieur. Donc, on comprend donc que la découverte de l'électron, prouve que l'atome n'est pas indivisible. Prouve que l'atome n'est pas indivisible. Et ça a lancé la course à quelles sont les autres particules subatomiques, donc plus petites que l'atome. S'il y en a un, l'électron, il y en a peut-être d'autres. Alors, on s'est mis à étudier les radiations. Et de ce fait, Ernest Rutherford, Ernest, en 1909, fait une expérience avec une feuille d'or. On nous demande ici d'expliquer cette expérience. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et d'expliquer les résultats qui ont découlé. Donc, quelles sont ses observations? Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a envoyé un faisceau de particules alpha dans une feuille d'or. Donc, on peut dire qu'il bombarde une feuille d'or avec des particules alpha. Donc, ça, c'est ce qu'il a fait. D'abord, il bombarde une feuille d'or très, très mince avec des particules alpha. Alpha, c'est comme ça. Et entre parenthèses, on dit qu'elles sont positives. Ça va être important pour la suite. Qu'est-ce qu'il a observé? Bien, première observation, la plupart des particules passent à travers. Donc, il remarque que la plupart des rayons, ou la plupart des particules alpha, la plupart des rayons alpha traversent la feuille. Et ça le surprend. Lui, il s'attendait à ce que les rayons soient bloqués parce que l'atome est plein dans sa tête. Tu sais.
Alors, il se dit, mais non, c'est surprenant, la plupart des rayons traversent la feuille. Deuxièmement, très rare, dans de très rares cas, il y a des rayons qui rebondissent vers l'arrière. Donc, très rarement, un rayon est renvoyé vers l'arrière. Donc, il a frappé quelque chose et il rebondit. Troisièmement, quelques rayons passent à travers, mais sont déviés. Donc, je dis, il y a quelque chose à l'intérieur qui a bougé mes rayons. Donc, numéro 3, quelques rayons, R-A-Y-O-N-S, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont déviés. Quelques rayons sont déviés en traversant la feuille. La feuille. Alors, maintenant, ses conclusions. Ça, c'est ses observations. Quelles sont ses conclusions? On les avait toutes notées là, dans le cahier, dans le petit tableau gauche-droite. Comment Rutherford explique le fait que la majorité des rayons alpha passent à travers la feuille sans être déviés? Ben, pauvre Rutherford, il se dit, s'ils passent à travers, c'est parce que l'atome n'est pas plein. Si les rayons passent à travers, c'est que les atomes sont vides. Alors, comment il l'explique? Il dit, l'atome doit être, il avait bien dit ça, il doit être essentiellement, donc presque au complet, ça veut dire ça, doit être essentiellement constitué de vide. Ça fait drôle, hein, dis-moi, il est constitué de vide. Il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Comment est-ce qu'il explique que les particules alpha qui traversent la feuille, mais qui sont déviées dans leur trajectoire, ça nous donne une charge... Qu'est-ce que ça nous donne une indication sur la charge du noyau. Donc, quand il a vu les particules alpha qui passent à travers, mais qui sont déviées, il dit, ça veut dire que la substance qui est à l'intérieur d'un atome est capable de repousser mes rayons, et mes rayons alpha sont positifs. Deux identiques, ça se repousse. Deux signes identiques, ça se repousse. Alors, ça veut dire mes rayons alpha, à moi, numéro 3, là, mes rayons alpha sont repoussés. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'atome, il y a quelque chose de positif, de très petit, et qui les repousse. Alors, ça lui donne une indication sur la charge du noyau. Quelle est cette charge? Le noyau est positif. Le noyau est positif. Car les rayons alpha positifs sont aussi déviés. Hein, car les rayons alpha positifs sont déviés par celui-ci, par le noyau. Maintenant, dites pourquoi l'expérience de la feuille d'or de Rutherford montre que la taille du noyau est très petite comparativement à la taille de l'atome. Le noyau doit être super petit parce qu'il y a très très peu de rayons qui étaient repoussés ou déviés. Parce qu'il n'y avait que très peu de particules alpha qui étaient repoussées ou déviées. Voilà. Numéro 9. Le modèle atomique de Rutherford possède des caractéristiques qui le distinguent des modèles de ses prédécesseurs, de ceux d'avant. Tracez d'abord le schéma de ce modèle, puis ensuite, on va identifier les parties. Alors, selon Rutherford, l'atome n'est pas une boule de matière pleine, l'atome est en fait un tout petit noyau de matière positive, et les électrons, négatifs, tournent autour. Donc, on pourrait avoir un électron qui tourne ici sur une orbite, là, autour du noyau, comme ça. Puis un autre électron qui tourne comme ça, en tournant autour du noyau, vite. Les électrons sont autour, il y a beaucoup d'espace vide, et la matière positive est concentrée dans un noyau. Ça, c'est la façon Rutherford. C'est pas Rutherford Bohr, c'est Rutherford tout court. Partie B, décrivez chacune des parties identifiées sur votre schéma
comme l'aurait fait Rutherford. Comment il aurait fait ça? Comment il aurait fait ça? Il aurait commencé par mentionner que le noyau, la petite particule au centre, est toute petite et positif. Donc, le noyau est positif, très petit, et situé au centre de l'atome. Au centre de l'atome. Qu'est-ce qu'on peut dire des électrons? Les électrons, eux, sont négatifs, et puis ils occupent un espace très grand autour de l'atome. Les électrons sont négatifs, négatifs, et occupent un espace très grand, très vaste. Ah, c'est mieux ça, un espace très vaste autour de l'atome. Voilà. Comment surnomme-t-on ce modèle? Ah, ok. L'idée d'avoir des électrons qui orbitent autour, on l'appelle le modèle planétaire. On l'appelle le modèle planétaire. Platénaire. Misère, là. Planétaire. Pourquoi? Ben, il rappelle les planètes qui tournent autour du Soleil. Parce qu'il rappelle les planètes en orbite autour du Soleil. Ce crayon-là me glisse entre les doigts. Numéro 10. En quoi consiste la contribution de Niels Bohr au modèle de Rutherford? Pas grand-chose à dire sur Niels Bohr cette année en ST, il y en a beaucoup plus en STE. Mais qu'est-ce que Bohr a fait? Il a amélioré le modèle de Rutherford. Comment? Ben, en indiquant la position des électrons sur des couches électroniques. Alors, on va mentionner ça. D'abord, les orbites, pas les orbites, les électrons. Oh, Seigneur, ça va bien, moi. Je devrais faire un petit dodo. Les électrons sont disposés, pas n'importe où, là. Ils sont disposés sur des couches autour de l'atome qu'il nomme orbite. Ce que nous on appelle aujourd'hui des couches électroniques. Et qu'est-ce qui nous indique aussi? Il y a une quantité particulière qu'il peut y avoir, une quantité d'électrons qu'on peut retrouver sur ces couches-là. Donc, il présente aussi, les quantités maximales d'électrons que peuvent contenir ces couches ou ces orbites. Que peuvent contenir ces couches. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait la partie historique, embarquons un peu dans la partie pratique. Est-ce qu'on est capable d'identifier des atomes d'après leur modèle? Est-ce qu'on est capable de dessiner, d'illustrer les atomes selon les caractéristiques modernes qu'on connaît d'eux? Alors, question 11. Quelle illustration représente correctement l'atome de magnésium? L'atome de magnésium selon le modèle atomique de Rutherford-Bohr. Est-ce que c'est 11 ou 12 protons et comment sont placés les électrons? Ben, trouvons le magnésium, bing, 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 Mg, numéro 12. Alors, s'il possède le numéro 12, Rutherford dit que c'est parce qu'il a 12 protons. Donc, ça, c'est pas du magnésium et ça, c'est pas du magnésium. C'est un de ces deux-là. Parce qu'il y a 12 protons, puis le magnésium, c'est le numéro 12.
Ensuite, comment devraient être disposés les électrons? On devrait en trouver 2 sur la première couche. 1, 2, 1, 2. OK, ça va. On devrait en trouver 8 sur la deuxième couche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, oh. Et 2 sur la deuxième couche. Ouais, c'est le C qui est le bon modèle. On a 2 sur la première, 8 sur la deuxième, 2 sur la troisième couche. Ce qui fait un total de 12 électrons. D, ça ne marche pas, parce qu'on a mis un 9e électron sur la deuxième couche et on ne peut pas avoir 9 électrons. Maximum, c'est de 2 sur la première et 8 sur les subséquentes, tant qu'on ne dépasse pas l'atome numéro 20. Prochaine page. Ah, notre grand cerveau, Niels Bohr. Bon, la question 12, j'ai dit qu'elle n'était pas à faire cette année. C'est une question surtout d'STE quand on parle d'orbite et d'énergie des électrons. Mais en gros, pour les puristes, là, si on voulait y répondre, qu'arrive-t-il à un électron quand il passe d'une orbite énergétique élevée à une orbite plus faible? On pourrait mentionner qu'il doit dégager une quantité d'énergie qui correspond à la différence entre les deux niveaux. Il va devoir renvoyer, il va devoir dégager une quantité d'énergie qui correspond à la différence entre les deux niveaux. Fait que si tu avais ton électron, mettons, là, autour du noyau, il est sur cette couche-ci, on lui a fourni de l'énergie, il est jumpé, il a sauté sur cette couche-là, mais il n'est pas à sa place. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il va revenir à sa couche d'origine, il va émettre, zoom, 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 une forme de radiation, une forme d'énergie, de la chaleur ou de la lumière, surtout de la lumière, dans le cas de ce qui était observé par Niels Bohr. Combien de lumière? Quelle sorte de lumière? Ben, elle va correspondre à l'énergie, la différence d'énergie entre les deux couches. Et vu qu'il observait différentes couleurs de lumière, et chaque couleur de lumière est associée à une longueur d'onde, à une fréquence, donc à une énergie, il était capable de distinguer la quantité de... il était capable de distinguer la différence d'énergie entre les couches, juste en jugeant de la couleur qu'il observait. Alors, s'il observait une couleur verte, ben, ça voulait dire pour lui que cet électron avait émis plus d'énergie que s'il avait émis, mettons, du rouge à la place. Très compliqué. On voit ça en STE avec beaucoup de cours supplémentaires. Numéro 13. Comment appelle-t-on la dernière couche? Ah, message. Fin du message. Donc, poursuivons. Comment appelle-t-on la dernière couche électronique d'un atome? Comment on l'appelle la dernière couche? Et comment nomme-t-on les électrons qui sont là? Ah, très important. Ben, le nom de la couche, un peu moins. Là. On l'appelle la couche périphérique. On l'appelle la couche périphérique. Et comment nomme-t-on les électrons? Ce sont les électrons de valence. Ce sont les électrons de valence. En minuscule, parce qu'on ne parle pas de la ville de Valence, on parle plutôt de la valeur. Hein, combien ils valent, combien de liaisons est-ce que ça vaut, leur capacité. Ouais. 14. Comment se nomme la disposition des électrons sur les couches électroniques? On appelle simplement ça la configuration électronique. C'est ce que vous avez à dessiner, les configurations électroniques. On appelle ça les configurations électroniques. On appelle cela une configuration électronique. Donc, comment sont configurés les électrons? Comment ils sont placés? Combien de couches, combien d'électrons par couche? Et c'est ce qu'on va faire justement au numéro 15. Représenter, en utilisant le modèle de Rutherford-Bohr, les atomes des 4 éléments suivants. Le silicium, le magnésium, l'argon et le fluor. Leurs numéros sont respectivement 14, 12, 18 et 9. Quand on dit respectivement, ça veut dire dans le même ordre qu'on les a nommés précédemment. Donc, SI, c'était le premier, numéro 14. On a nommé le magnésium en deuxième, donc c'est le numéro 12. L'argon 18 et le fluor 19. De toute façon, on peut vérifier ça dans le tableau périodique. Bon, ben, let's go. On les illustre. Leur configuration électronique selon Rutherford-Bohr. On va faire la méthode simplifiée. D'abord, un noyau pour le silicium. Noyau. Il a le numéro 14, donc il y a 14 protons à l'intérieur, 14P+, ou 14+.
Il a 14 protons, il lui faut 14 électrons. Alors, on va en placer une première couche sur laquelle on place 2 électrons. Il nous en reste 12 à placer pour le silicium. Donc, ça prend absolument une deuxième couche, mais la deuxième ne peut pas en prendre plus que 8. Moi, il m'en reste 12 à mettre. On va en mettre 8 ici. Là, 2 plus 8, ça fait 10. Il reste 4 électrons à placer, fait qu'on a besoin d'une troisième couche. On peut en placer 4, parce que le maximum est de 8, on en a 4 à mettre. On a placé tous nos électrons. Alors, voici de quoi a l'air l'atome de silicium, selon Rutherford Ball simplifié. Pour le magnésium, ça va être très, très, très semblable. On a le numéro 12, donc un noyau. Le noyau a le numéro 12, donc il y a 12 protons. Il va avoir 12 électrons. Donc, une première couche avec 2 électrons négatifs, une deuxième couche avec 8 électrons négatifs, ça nous fait 10, il en reste 2. Alors, une troisième couche avec 2 électrons. Et c'est raisonnable de faire l'argon de la même façon. Un noyau, 18 protons, et les électrons sur des couches. Hein. Une seule ne suffira pas. Donc, une première couche avec 2, il en reste 16 à placer, donc 8 sur la deuxième, il en reste 8 à placer, ça prend une troisième couche, 8 encore, 2, 8, 8, c'est la configuration. Et de l'argon. Et le fluor numéro 9, bon, alors numéro 9, c'est un peu plus petit, 9 protons positifs dans le noyau, on met le signe plus pour se rappeler de la charge positive des protons. 2 électrons sur la première couche, mais attention, il en reste 7. Hein? 2 plus 7, ça fait 9. Et oui, on va avoir besoin d'une deuxième couche sur laquelle on met les 7 électrons qui restaient. 2, 7, c'est la configuration du fluor. Voilà, voilà, voilà. On arrive à la dernière page. Bon, question 16, c'est très court. La configuration électronique suivante respecte-t-elle la règle de remplissage des couches? Explique ta réponse et s'il y a lieu, le nombre d'électrons sous chaque arc de cercle. Je vais recoller mes dents. Alors, le C, c'est NA, c'est du sodium. Le sodium a le numéro 11. Il devrait avoir 11 électrons. 2 plus 6 plus 3, ça fait bien 11 électrons. Mais est-ce que ça respecte la règle de remplissage? C'est-à-dire maximum de 2 sur la première, maximum de 8 sur la deuxième, maximum de 8 sur la troisième, etc. Ben non, ça ne respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à faire une troisième couche alors que la deuxième n'était pas remplie. Autrement dit, il faudrait prendre 2 électrons de la dernière couche ici, 2 de ces électrons-là, et les envoyer sur la deuxième couche. Donc, celui-là, il perd 2 électrons, moins 2E, et elle va gagner 2 électrons, plus 2E. La bonne configuration, on va la mettre dans les cases en dessous, ce qui est marqué ici. Alors, on va dire qu'il y en a 2 sur la première, ça c'est bien, ça c'est vrai. On rattrape 2 électrons qui sont sauvés sur la troisième et qui n'ont pas d'affaire là. On remplit d'abord les couches intérieures avant d'aller faire une nouvelle couche. Imagine, toi, que tu es un atome, là, puis tu dois conserver des électrons autour de toi. Plus les électrons sont loin, plus ça coûte cher pour les conserver. Là. Tu vas d'abord les conserver proches de toi, puis quand tu n'as pas le choix, tu feras une nouvelle couche. Mais tu vas d'abord remplir les couches au maximum avant d'en créer une nouvelle. Donc, expliquez votre réponse. On pourrait mentionner juste simplement ça. Il faut remplir les couches intérieures avant d'en garnir. Je modifie mes verbes, je varie, je fais de la variété. Avant d'en garnir une nouvelle. Voilà. 17. Quel est le numéro atomique de l'atome neutre représenté ci-dessus? Bon, là, on précise que l'atome est neutre. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Selon Rutherford, un atome est neutre parce qu'il y a autant de protons que d'électrons. Alors, un atome neutre, on va le mentionner ici, un atome neutre a autant de protons que d'électrons. De protons, ça c'est positif, que d'électrons. D'électrons, ça c'est négatif. Donc, s'il possède 6 électrons, ça veut dire qu'il y a 6 protons. S'il possède, il y a bien quelque chose ce crayon-là. S'il possède 6 électrons, alors
il possède 6 protons. Et vu que le numéro atomique d'un atome, c'est son nombre de protons, son numéro est donc 6. Là, je vais prendre un raccourci. Son Z est donc 6, hein, parce que Z, ça veut dire numéro atomique. Dernière question, mon ami. En 1919, Rutherford fit une découverte. Oui. Quelle particule qui se trouve dans le noyau atomique découvrit-il? Alors, Thomson a découvert l'électron, Rutherford découvre le proton. Il découvre... Pourquoi? Crayon glisseur. Il découvre le proton. Et qui est content, il est fier. Bon, un de ses collègues, qu'on n'a pas mentionné cette année, on le voit en STE, lui, il découvre une autre particule subatomique, le neutron, qui est neutre et qui ne fera pas l'objet d'études cette année. Donc, on a trouvé l'électron, le proton et le neutron par James Chadwick. On ne parlera pas du neutron plus que ça. Bien, l'atome, selon Rutherford, est-il électriquement neutre? Oui. Expliquez votre réponse. Ben, oui. Pourquoi? Parce qu'il contient autant de protons que d'électrons. Autant de protons que d'électrons. Moi, c'est peut-être pas le crayon qui glisse, c'est peut-être juste mes doigts qui glissent. Ouch, ça chauffe. C. Pourquoi le noyau atomique est-il de charge positive? J'ai ça, pourquoi? Comment se fait-il que le noyau est de charge positive? Ça, c'est plus là. Comment ça se fait que le noyau est de charge positive? Bien, c'est parce que selon Rutherford, le noyau contient les protons. Hein? Parce qu'il contient les protons. Parce qu'il contient les protons. Et ceux-ci sont positifs. D. À cette époque, le modèle de Rutherford contient 2 particules subatomiques. Quelles sont ces particules? Donc, le proton, découvert par Rutherford, et l'électron, découvert par Thomson. Le proton plus et l'électron. Et je te jure, aujourd'hui, l'écriture. Hein? Et l'électron, qui lui est négatif. Et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines périodes, voir les distinctions entre les éléments chimiques selon leur quantité de protons, mais surtout selon les quantités d'électrons qu'ils possèdent. À la prochaine, pour la prochaine section, en fait, ça va être sur le tableau de classification des éléments dans le tableau.